votre présence parmi nous. Je remercie également la presse qui s'intéresse à nos travaux. Bien, la feuille d'émargement va circuler. Je ne sais pas si c'est Anne-Laure ou Élodie qui s'y consacre, permettant à chacune et à chacun de signer au bon endroit et de nous assurer que nous avons ce qui visiblement ne fait aucun doute, le quorum pour délibérer. L'ordre du jour appelle la désignation d'une ou d'un secrétaire de séance. Bon, David de Rossi se propose dans cette fonction éminente. On va lui donner les moyens de relever les votes qui s'exprimeront. Merci David. Y a-t-il d'autres candidatures? Personne? Des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, cette fois, c'est bon. Tu es désigné secrétaire de séance. David, merci. Je soumets également à votre approbation le compte-rendu de notre précédente réunion, celle du 30 juin. Est-ce que ce compte-rendu appelle de votre part des observations? Avis contraire? Oui, monsieur Lavet, je vous donne le micro. N'étant pas présent au dernier conseil communautaire, je participerai pas, je ne voterai pas pour, je m'abstiendrai pour ce. Vous vous abstenez, très bien. Avis contraire, abstention, merci, le compte rendu est adopté. Le point suivant, vous avez pu le lire dans la note de synthèse, concerne une évolution des statuts de Thierdor et Montagne permettant, à la suite des différentes péripéties de la loi NOTRe, du 7 août 2015, NOTRe voulant dire Nouvelle Organisation Territoriale de la République, avec la compétence eau et assainissement qui pendant 9 ans et 3 mois a été d'un transfert obligatoire. Depuis depuis la loi du 11 avril 2025, ça n'est plus obligatoire. Donc à ce stade, on a 4 catégories de communes. On a des communes qui sont dans des syndicats intercommunaux supracommunautaires. Je pense notamment aux communes du sud de TDM, avec le syndicat de la Faille et le syndicat rive gauche de la Dore. On a également des communes qui sont en régie communale et qui ont manifesté le souhait d'y rester. Je pense à Puy-Guillaume au hasard, monsieur le maire, cher Bernard. Des communes qui sont dans le SIEA rive droite de la Dore, dont le périmètre est entièrement compris dans Thierdor et Montagne et qui souhaitent y rester. Et on a des communes qui souhaitent intégrer ce qui était la trajectoire obligatoire jusqu'au 11 avril, qui souhaitent intégrer la régie créée par Thierdor et Montagne. Et afin de permettre à ces communes de participer à la création de cette régie, dont la liste vous a été donnée, Thiers, Châtellon, Chabreloche, Celles-sur-Dirol, Dora, La Monnerie, il nous faut modifier les statuts en citant strictement cette liste de communes, étant entendu que si d'autres communes veulent rejoindre la régie, on faudra à nouveau modifier les statuts, en sachant que la régie n'a pas vocation à évoluer dans son périmètre tous les mois. Il y a une commune qui nous a demandé s'il pouvait arriver au 1er mars 2026. On leur a fait répondre que c'était pas au 1er mars que ça pouvait se faire, mais plutôt au 1er janvier. Voilà, chaque année au 1er janvier. Donc, voilà le sens de cette modification statutaire. Philippe Barrault, demandez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous nous interrogeons et nous nous interrogerons également en conseil municipal sur la commune de Thiers sur l'urgence de faire cette décision parce que elle va être effective en décembre et 3 mois après, les électeurs vont se prononcer sur des nouveaux conseils municipaux et des nouveaux conseils exécutifs. Et donc,
pour ces gens qui vont être ils vont se retrouver avec une obligation de mettre en place quelque chose, alors que ça sera à 3 mois. Donc ça nous paraît quand même un peu difficile au niveau démocratique, que sur l'assemblée finissante, on implique, si vous voulez, les assemblées qui vont être élues. Par ailleurs, sur le mode de fonctionnement de la régie, les droits de vote, ce genre de choses, c'est pas pour le moment, semble-t-il, cadré pour pouvoir se prononcer. Donc, pour toutes ces raisons, évidemment, s'il y avait eu un enthousiasme général avec toutes les communes qui s'y jetaient, et se faire prendre la décision 3 mois avant, pourquoi pas, mais c'est pas tout à fait le cas. On voit même fleurir sur le bord des routes des panneaux qui n'ont pas l'air d'être très en faveur. Hein. J'ai vu avec TDM le mètre cube d'eau à 10 €. Je pense pas que c'était une pub pour ça. Donc on aurait aimé que les élections tranchent, alors qu'il n'y a, semble-t-il, aucune urgence, ce qui explique que notre groupe votera, j'en suis le seul représentant dans cette assemblée, contre cette décision, et que très probablement, après le débat lors du conseil municipal, nous adopterons la même position. Très bien. D'autres prises de parole? Olivier Chambon. Merci Monsieur le Président. Je suis pas un spécialiste de grand chose d'ailleurs, mais pas un spécialiste de l'eau. Vous avez rappelé un petit peu ce qui s'était passé au niveau de la loi. On a travaillé depuis des mois maintenant là-dessus. Pour ma part, le conseil municipal de Celles-sur-du-Rhône a voté à l'unanimité l'intégration à la régie intercommunale. Bien qu'au départ personne n'était très enthousiaste, mais les évolutions techniques, la solidarité, ce qu'on a pu nous présenter nous a convaincus de travailler avec la Monnerie, Chavoloche, Châteldon, Dora et Thiers. C'est un travail qui date de quelques mois, donc je suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Barrault. Moi, je pense que c'est rendre service aux exécutifs qui arrivent que de préparer le terrain et de bien travailler. Puis il y a une question de solidarité et puis d'entraide. Je sais que nous, on travaille beaucoup avec la régie de Thiers. Quand on a des difficultés, on les appelle et ils viennent nous aider sur la recherche de fuite, parce qu'aujourd'hui, on a des limites dans la recherche de fuite. On s'est réparé facilement, mais dans la recherche de fuite, on peut avoir des limites. Et travailler avec les autres, nous, ça nous fait pas peur. Travailler avec la ville de Thiers, ça nous fait pas peur. Travailler avec la ville de la Monnerie, ça nous fait pas peur. Avec Châteldon, avec les autres. Et on pense qu'on va être plus fort. Effectivement, on peut toujours crier au loup, et j'écoute les gens dire l'eau à TDM sera à 10 €. J'en sais rien. J'espère que non. Est-ce que ça sera le vrai prix de l'eau dans quelques années? Je sais pas. Moi, je me rappelle simplement qu'il faut pas crier au loup. Je me rappelle de mes parents qui disaient: oh là là, mais le jour où on paiera l'eau comme à Thiers, on n'arrivera plus à la payer. Ça tombe bien, et Celles-sur-du-Rhône, on la paye à même prix qu'à Thiers. Et les gens arrivent à la payer, et on essaye de faire le maximum qu'on peut. Donc je pense qu'on est sur la bonne route. Ceux qui restent seuls ont la conviction que c'est une bonne chose, et ben peut-être qu'ils ont raison. Ceux qui restent dans un syndicat ont la volonté de rester dans un syndicat. Nous, on était seuls et on a l'envie d'être dans une régie intercommunale pour investir sur nos réseaux, parce qu'il y en a besoin, pour avoir les compétences techniques aujourd'hui et se conformer aux règles que nous impose l'Europe, la France, et peut-être qu'aujourd'hui, on fait un petit peu on est peut-être léger là-dessus. Donc voilà, nous on a bien réfléchi, on a bien travaillé, on pense que c'est une bonne solution. Dire qu'on a raison, je ne le sais pas. On pense avoir raison et on travaillera pour avoir raison, mais en tout cas, voilà, nous on démarre au 1er janvier 2026 et on ne considère pas que ce soit un tacle glissé sur la démocratie, puisque ça fait des mois qu'on y travaille et que ça se passera comme ça. Mais chacun a ses idées. Je respecte complètement la vôtre, hein, Monsieur Barrault. C'est que je suis simplement pas du même avis, mais c'est ça la démocratie et c'est ce qu'il y a de bien, je trouve. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Thomas qui a demandé la parole. Pour moi, c'est branché. Essaye de voir
C'est un signe, on veut pas que tu parles de... Oui, très vite. Beaucoup de choses ont été déjà dites. Pour les banderoles dont vous faites allusion, je pense que c'est principalement à Dora où il y a des amalgames qui sont faits, des désaccords sur certains points. Je voudrais juste revenir sur la notion où je ne serais pas d'accord avec vous. Vous dites qu'il n'y a pas urgence. Je pense qu'il y a urgence environnementale, notamment, à ce qu'on se rejoigne le plus tôt possible et qu'on travaille ensemble le plus tôt possible, à mon avis. Bien, merci à toutes et tous. Effectivement, tous les points de vue sont entendables. Le rôle de Thierry Dorémontagne dans cette affaire, il est très simple. Il est de garantir la liberté des communes de faire ce qu'elles nous demandent. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui veulent rester dans un syndicat compris dans le périmètre de Thierry Dorémontagne. On doit leur garantir cette liberté. Dans des conditions économiques convenables. On a des communes qui nous demandent de créer une régie, et ben on est là pour créer une régie, comme on a créé un service commun pour les écoles à Courpierre. Voilà, c'est TDM qui est là au service des communes et pas l'inverse. Voilà le sens de cette délibération. Là où je rejoins à la fois ce qui a été dit par Olivier Chambon et par Thomas Barnaria, c'est que il y a aucune personne ne peut prédire le prix de l'eau. Celui qui fait ça, il est soit malin, soit manipulateur. Dans la mesure où on a au moins un point commun, quelle que soit la situation des communes, en régie municipale, en régie syndicale, en régie intercommunale via TDM, c'est le mot régie. Ça veut dire que c'est géré par des agents publics sous le contrôle des élus dans les conseils municipaux, les conseils communautaires, les conseils syndicaux ou les conseils d'administration. Dans tous les cas, c'est des élus qui pilotent avec des agents, des collectivités. Il n'y a pas, autrement dit, l'eau elle est facturée prix coûtant. Il n'y a personne qui vient prendre du bénéfice là-dessus, et c'est la meilleure garantie que l'on puisse avoir pour les usagers. Donc ça, c'est quand même ce qui est le plus rassurant. Voilà. Et après, je pense qu'il y a un risque bien plus important que de voir le prix de l'eau augmenter, c'est qu'il n'y ait plus d'eau au robinet. L'été 2025 a été un été extrêmement inquiétant de ce point de vue-là. Si on regarde dans le passé, ça semble être un été au sommet de la sécheresse et de la chaleur. Si on regarde devant nous, c'est un été moyen par rapport aux prévisions liées au réchauffement climatique. Donc, on a intérêt à trouver des solutions intelligentes qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, c'est la cartographie, elle se dessine comme ça. Demain, elle peut changer. En tout cas, c'est un sujet sur lequel il faut avoir de l'attention, beaucoup d'attention. Il faut de la solidarité. Il faudra des interconnexions entre nous. Et il faudra surtout avoir, et ça je pense que c'est vraiment le maître mot, une programmation pluriannuelle d'investissement. On a un taux de renouvellement du réseau d'eau, des réseaux d'eau, qui est nettement trop bas aujourd'hui. Donc si on n'est pas capable de renouveler les réseaux d'eau avec un niveau qui permet d'assurer l'étanchéité des réseaux la plus élevée possible et donc le meilleur rendement pour arriver à apporter de l'eau au robinet dans un contexte où la ressource va se raréfier, là on ne sera pas à la hauteur de nos responsabilités. Voilà, plan pluriannuel d'investissement. Pour ma part, j'ai rencontré les responsables de la Caisse des dépôts et consignations, qui est vraiment l'établissement public le plus adapté sur des prêts de très longue durée, notamment en direction des collectivités territoriales. Et le meilleur moyen de garantir un prix de l'eau raisonnable, c'est premièrement la régie, deuxièmement des investissements à la hauteur de l'étanchéité des réseaux qu'on veut avoir, et troisièmement des prêts de longue durée, parce que les réseaux d'eau, certes, ils ne sont pas renouvelés au bon rythme aujourd'hui, mais si on les renouvelle au bon rythme, c'est-à-dire 60-70 ans, voire 80, et qu'on finance les investissements sur cette durée-là, on a les moyens de garantir un prix de l'eau tout à fait raisonnable pour les usagers. Voilà, en tout cas aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer la régie, on aura à nouveau à délibérer là-dessus en conseil communautaire avec
des études d'impact sur les transferts de personnel avec des données précises. Là, dans le discours de la méthode, on est sur une première étape qui vise à rendre possible ça en modifiant les statuts. C'est tout. Voilà le sens de la question qui est posée. Marina D'Acosta a demandé la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Alors moi je voulais m'exprimer surtout par rapport à Patrick Sauzet qui fait partie du syndicat d'eau et après je le ferai par rapport à José Marquez. Voilà, donc Patrick m'a laissé un petit message. Donc en tant qu'élu d'une commune membre du CIEA, je désapprouve le choix des 3 communes qui ont décidé de le quitter. Pour autant, je considère que les conseils municipaux qui ont pris cette décision sont souverains et je ne vois pas comment retenir ces communes contre leur gré. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'entraver la volonté des communes de Selles, Chabreloche et Thiers de rejoindre la future régie communautaire. En conséquence, je ne voterai pas contre ce transfert des compétences, mais je m'abstiendrai. Donc ça, c'est Patrick Sauzet qui s'exprime. Quant à moi, je voterai contre pour représenter la voix de José Marquez, qui lui s'oppose fermement à tous ces changements. Voilà. Très bien, on prend acte de ces positions. Je vais soumettre, oui, Serge. Donc je m'aligne sur la position de Patrick Sauzet, mais j'ai également la voix de Frédéric Baraduc, qui votera différemment. Donc pour, a priori. Comment? Donc pour? Non. Contre. Contre. Ouais. Philippe Barrault. Oui, à partir du moment où le principe est acté, les futurs conseils municipaux seront devant le fait accompli. Pour faire demi-tour, ça va être quand même très compliqué. Et par contre, la gouvernance n'est pas connue et l'énorme problème des nouvelles normes, donc des investissements très importants qui vont être nécessaires pour ces nouvelles normes, de quelle manière vont-elles être reprises aux communes pour celles qui ont peut-être fait des efforts en avance sur ces investissements ou celles qui n'ont rien fait. Tout cela fait quand même que à la sortie, pour avoir une décision éclairée, c'est assez difficile. On se prononce juste sur un principe. Et à ce moment-là, je maintiens ce que j'ai dit. On aurait dû laisser ce principe à l'exécutif qui arrive, à 3 mois près. Je suis d'accord, il y a une urgence de s'occuper de l'eau, mais pas à 3 mois près, puisque c'est des investissements sur 50 ans. Bien, on a entendu l'argument. Je rappelle que les assemblées délibérantes sont légitimes pour prendre des décisions jusqu'au terme du mandat. Francis Roux a demandé la parole, ou Eric? Non, c'est Francis. Oui, merci Monsieur le Président. Juste par rapport à la préservation de la ressource, souvent l'eau potable va de pair avec l'eau pluviale qui va se réinfiltrer. Ma question, elle concerne notamment les plus petites communes ou même les communes qui sont plus grosses où là on a souvent de l'unitaire. Il faudra travailler comme il faut à la gestion de l'eau pluviale puisque c'est complètement déconnecté, que l'eau paye l'eau, c'est un peu technique mais vous le savez aussi bien que moi. Et après sur la décision, il se trouve que certaines communes notamment sur les rejets de stations qui, je vois, sont pas dans la liste, vont avoir besoin d'une station. Donc, je pense qu'il faudra peut-être à un moment être conciliant sur ce fait-là. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout ça va fonctionner par étapes. Mais oui, là où il y a un intérêt sans doute, mais c'est pas l'objet tout de suite, mais à moyen terme et peut-être du moyen court, s'intéresser au sujet des eaux pluviales, c'est aussi une préoccupation. Olivier? Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure à M. Barrault, là, je suis toujours assez circonspect, alors surtout des grandes collectivités comme la vôtre, comme quand on me dit, voilà, mais quel souci on se fait sur la représentation de chaque commune. Je peux vous dire que dans les petites communes, on se fait jamais de soucis avec ça, parce qu'on a envie de travailler les 6 ensemble, on va trouver un équilibre pour que le gros méchant loup mange pas les petits moutons, ou l'inverse, ou voilà. Mais déjà quand on est inquiet de la répartition qu'il va y avoir quand on a envie de travailler ensemble,
soyons un peu optimistes dans ce monde de brut, quoi. Nous, je pense, les communes de, j'en sais rien, Dora, Celle, Chavoloche, on est à peu près pareil, on aura le même nombre de sièges. Châteldon et Stiers, la grande Thiers aura sûrement un peu plus de sièges que nous. Eh ben, ça paraît assez normal. Et puis, on va pas nous commencer à calculer avec Chantal, Jean-Pierre, comment on va pouvoir être une opposition effective à dire non, on est des partenaires. C'est tellement compliqué cette thématique-là, le président l'a dit. Soyons des partenaires et avançons ensemble. Et le nombre de sièges, il se fera comme il a à se faire, sans aucune difficulté. Bien, merci Olivier. Je soumets aux voix. Donc, y a-t-il des abstentions? Donc, j'ai noté Serge Fayet, j'ai noté Patrick Sauzet par Marina D'Acosta. Des avis contraires. Donc, Philippe Barrault. Frédéric Baraduc par la voix de Serge Fayet, si je ne dis pas de bêtises. Marina D'Acosta pour elle-même. Guy Pradel, Yves Gacon, et je pense que c'est tout. Voilà, merci. On va passer au point suivant. Le point suivant étant un avenant au contrat de réussite de la transition écologique. J'imagine que vous avez lu avec intérêt le rapport qui allait avec, c'est-à-dire l'annexe 2, dans lequel vous avez retrouvé certainement élus avec intérêt les projets des communes aux côtés des projets de TDM. Donc je salue le travail de notre chargé de mission CRTE, Ornella Bosseroy, que vous avez peut-être déjà rencontré, certainement mais en tant que maire dans vos communes respectives. Donc là, c'est l'avenant annuel, c'est pas le premier. Donc là, vous avez la liste dans le rapport, dans l'annexe 2. Donc à la fois un bilan d'étape et des modifications en lien avec les orientations stratégiques, à partir de la page 23 de l'annexe 2. Je rappelle que les orientations stratégiques sont définies évidemment avec l'État et que Ornella Bosseroy travaille avec les services de la sous-préfecture, que je remercie au passage, Virginie Hoppé et M. Jean Koviac. Voilà, y a-t-il des questions sur ce point numéro 3? Des abstentions? Des avis contraires? Merci. Le point numéro 4 nécessite quelques petits ajustements avec les communes concernées. Donc je vous propose de le retirer de l'ordre du jour. On le présentera tout simplement au prochain conseil communautaire. On arrive au dossier lié aux finances et c'est Olivier Chambon qui va les présenter. Merci Monsieur le Président. Dossier numéro 5, c'est un dossier qu'on voit chaque année qui change pas beaucoup par rapport à l'année dernière, qui est concernant le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC en 2025. Tout ça remonte à l'étude qu'on avait réalisée en 2023 sur le pacte fiscal et financier, où on avait essayé de trouver le meilleur compromis pour toutes les communes de tiers d'or et montagne pour avoir le meilleur coefficient d'intégration fiscale pour l'intercommunalité. Donc, comme l'année dernière, cette répartition proposée est une répartition dérogatoire. Pour synthétiser dans le tableau que vous avez en page 6, c'est que les communes gardent le même montant que l'année N-1 de 2024. On a une légère augmentation entre les plus et les moins pour 2025 de 5 495 €. On se propose que ce soit la communauté de communes qui garde ces 5 495 € par tout ce qu'on peut décider en conseil communautaire et en bureau sur toutes les compétences qu'on peut prendre et les quelques subventions, ce qui laisse pour les communes le même sol qu'en 2024 et un chouïa de plus pour 2025 pour l'intercommunalité. C'est vraiment à la marge. Donc voilà, c'est tout simplement à peu près le même rapport que l'année dernière. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors, non, c'est pas encore. Doucement. Admission non-valeur. Les admissions non-valeur, c'est des créances réduites.
c'est dans des contextes un petit peu difficiles. C'est souvent des charges qui continuent d'exister, mais les montants sont moindres. C'est des gens qui sont en difficulté. Sur le budget principal, en admission non valeur, la trésorerie nous fait remonter une somme qu'on doit mettre en dépenses de 11 041,44 sur les déchets ménagers de 3 653,55 que nous n'arriverons pas à recouvrer, ce qui fait 14 694,99. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Créance éteinte. Alors une créance éteinte, là c'est pire, hein, c'est la disparition totale, plus rien à recouvrer. Sur le budget principal, 11,88 €. Sur le sud des déchets ménagers, 639,66 €. Sur les espaces d'activité, 4 604,84 €. Et sur le SPANC, tout rond, 100 €. Donc par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Des décisions modificatives. Alors on est au fin septembre, décision modificative numéro 1, c'est que le budget se réalise plutôt de bonne manière. Sur les dépenses de fonctionnement, sur les gros chiffres, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur les plus petits. Sur les dépenses de fonctionnement, un moins 168 148 qui va correspondre à un virement à la section d'investissement en moins. Tout ça pour pouvoir permettre d'autres dépenses sur la fonction, sur le fonctionnement, notamment 149 800 € au compte 617 au niveau des études et des recherches. Il y a 6 900 € de crédits complémentaires pour l'étude de préfiguration de destination Grand Air, dont on parle souvent. Il y a 60 000 € pour l'étude du lac d'Aubusson, c'est le marché d'assistance 2025-2027. 23 000 € pour l'avenant d'accompagnement juridique pour retrait de 3 communes au SIA et intégration de la régie de TDM. Et 36 000 € d'un avenant 1 et 2 pour l'étude de transfert d'eau et d'assainissement. Je vous répète que tout ça, ces études de transfert, ont été réalisées quand la loi nous imposait de le faire. On n'a pas décidé de le faire avant. Au chapitre 65, pas grand-chose. 25 000 € qui viennent de partenariat sur le Creux de l'Enfer, partenariat pour un film, et 3 500 € pour le BGE. Au chapitre 42, 11 250 €, c'est des opérations d'ordre. En recettes, en réajustement, 11 203 € pour la dotation globale de fonctionnement en fonction des notifications qui ont été reçues. On a en recette 10 000 € de bonus ruralité qui n'était pas prévu au BP, c'était plutôt une bonne nouvelle. 2 602 € pour la taxe GEMAPI. En investissement, un équilibre à moins 156 898 € en dépenses et en recettes. Sur les principales modifications en dépenses, 20 400 € sur les études et recherches. En recettes, donc moins 168 448, qui est la diminution du virement de la section de fonctionnement. On l'a vu tout à l'heure. En fonctionnement, pas grand-chose, c'est toutes des opérations réelles, des virements de crédit entre comptes, donc il n'y a pas grand-chose sur le budget principal. Est-ce que vous avez des questions sur ce DM? Philippe Barrault a demandé la parole. Comme on a annulé des virements sur la section d'investissement et augmenté un petit peu nos dépenses de fonctionnement, est-ce qu'on améliore notre épargne nette à la fin ou elle reste à peu près constante? On le saura à la fin de l'année. Oui, c'est pas des sommes. C'est pas des grosses. Ça va pas changer grand-chose. Non, et puis bon, après, tout dépend comment sont consommés les crédits sur les autres lignes. C'est compliqué de le dire au vu de l'ADN. Ça dépend de la consommation sur les autres lignes. Ça doit représenter 2% ou 3% du budget global. Donc sur les 98 autres pourcents, comment ont été consommés les crédits? Ouais. Des oppositions? Des abstentions? Sur le budget des déchets ménagers, là c'est la deuxième DM.
Donc la même somme, en moins sur le virement de la section d'investissement. Vous voyez plutôt des petites sommes qui ont sur les charges à caractère général. Sur le personnel, c'est un changement de ligne tout simplement pour passer du 62,16 au 62,18. Sur les recettes de fonctionnement, c'est pareil, 6 501 d'un côté, 6 503 de l'autre, passer du 73,31 au 73,133. Et sur les investissements, achat d'un nouveau camion et d'un nouveau véhicule, et on avait du mot sur le chapitre investissement sur construction, donc on va prendre les crédits ici, donc rien d'extraordinaire également sur ce budget, sauf l'acquisition d'un camion qu'on paye en propre. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Oui. Sur le budget politique de la ville, pareil, sur le budget politique de la ville, on rabiote un petit peu le virement à la section d'investissement de 16 000 € pour payer des petites broutilles, des cotisations. Sur les investissements, pareil, moins 16 500 €. Et l'amortissement de subvention pour 12 756 €. Des oppositions, des abstentions, merci. Sur le budget espace d'activité, alors là, on va raboter 500 € sur le virement à la section d'investissement, donc c'est pas beaucoup. Et voilà, c'était pour équilibrer sur les créances éteintes de 1 000 € qu'on a vu tout à l'heure. Des oppositions, des abstentions, merci. Et sur le budget SPANC, voilà, c'est sur des titres annulés à hauteur de 1 000 € sur des créances éteintes à 100 € qui nous font remettre un petit peu de recettes en fonctionnement sur autres produits de gestion courante à hauteur de 1 100 €, donc qui bouleverse en rien le budget SPANC sur une DM1. Des oppositions, des abstentions, merci à vous. C'est bon, Tony. C'est bon? Sur le rapport suivant, c'est le rapport numéro 13, et c'est Philippe Blanchose, vice-président, qui va le présenter, ainsi que le rapport 14. Merci, Monsieur le Président. Donc effectivement, 2 points ressources humaines. Donc le premier concerne le renouvellement de l'adhésion à la mission relative à l'assistance retraite exercée par le Centre de gestion de la fonction publique. Donc on parle bien de renouvellement. Donc il s'agit de s'acquitter d'un montant forfaitaire tenant compte du nombre d'agents pour un montant de 2 250 €, et ce à compter du 1er janvier 2026. Donc quelque chose de classique qu'on a vu passer dans nos communes. Est-ce qu'il y a des questions? Des oppositions? D'abstention? Merci. Le deuxième point concerne le recrutement d'un emploi de vacataire. Donc il s'agit de recruter un agent vacataire pour pourvoir un emploi de la collectivité, mais qui est en fait en lien avec un acte isolé et identifiable. Donc vous avez dû prendre connaissance du thème, et donc on vous propose d'autoriser ce recrutement. Ça concerne très clairement le service commun éducation sur une fonction d'AESH. Bien. Avis contraire, abstention, merci Philippe. Le rapport suivant, c'est pour Stéphane Rodier. Oui, il s'agit de proposer une cession de terrain à la société ADN 63, qui est une société de BTP qui est actuellement sur l'Allier et qui souhaite s'installer sur notre territoire. Et donc, il est proposé de vendre un lot numéro 16 à 4000 m² pour un montant de 50 € du mètre carré hors TVA sur marge, comme d'habitude. Il s'agit de 3 associés qui s'installeraient du coup sur le territoire tiernois, toujours avec les mêmes clauses résolutoires en cas de non-achèvement de la construction sous un délai de 36 mois. Y a-t-il des questions? Je peux faire voter en l'état. Des votes contraires?
Oui. Ça suppose qu'il y aura un chantier sur ce terrain pour stocker les engins, les matériaux? Ah, certainement, oui, parce que c'est du BTP. Ouais. D'abord, on a autorisé d'autres, hein, je sais bien. Il a fallu décider en amont si on acceptait ou pas, mais c'est pas forcément le meilleur lieu. Enfin, je m'y opposerai pas, mais... Merci. Alors, peut-être rajouter, sur la partie BTP, on a quand même une grosse, un gros travail qui a été porté d'ailleurs au sein de ce que l'on appelle le comité local pour l'emploi nouvelle mouture, c'est-à-dire travaillant dans le cadre de la loi travail. Et sur la partie Tiers d'Or et Montagne et Entre Dor et Allier, il y a un travail particulier sur le BTP sur lequel on pense qu'il pourrait y avoir des emplois qui pourraient être créés. Du coup, par rapport à cette affaire, y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'un dépôt d'une offre d'achat pour les locaux d'Actipol. Comme vous le savez, la société est en liquidation judiciaire et donc le liquidateur cherche à vendre les actifs d'Actipol et il est proposé de faire une offre d'achat. Alors, les domaines sont passés avec un montant de mémoire 416 000 € et il est proposé de faire une offre moindre au vu de l'état de la toiture de l'entreprise sur le lieu où elle est et donc de faire une offre à 330 000 €. Est-ce que je peux dire? Question. Alors, question de Philippe Barrault. Oui, ça correspond grosso modo au prix qu'Actipol avait racheté à la société Fischer-Bargoin le bâtiment, hein, puisque à l'époque, en 2018, c'était 300 000, donc il y a un peu d'inflation depuis, c'est cohérent. Et donc ça viendra diminuer le passif d'Actipol. Quel va être en définitive son passif final une fois qu'elle aura engrangé cet argent? C'est prématuré de le dire puisque la liquidation est en cours, donc on n'a pas les chiffres ni du tribunal ni de la liquidatrice au moment où on vous répond. Monsieur Lavet. Oui, j'ai quelques questions par rapport à ça. Savez-vous s'il y avait eu des travaux qui ont été effectués par Actipol et pour quel montant? J'ai plusieurs questions, je les poserai toutes en même temps, hein, vous me répondrez derrière. Vous parlez dans la note de synthèse que l'enjeu de reprendre ce bâtiment est de développer des activités tertiaires en lien avec les équipements scolaires et sportifs. Quel type d'activité tertiaire et pour quel type d'entreprise? Est-ce une autre UBE ou est-ce que c'est une entreprise privée classique? Et avez-vous un devis sur la réfection de la couverture qui est en mauvais état et pour quel montant? Alors, sur la toiture, pas de devis. Sur les activités, c'est un propos très générique, hein, qui correspond d'abord à ce que le PLU de la ville permet sur cet endroit, et puis la vocation liée à l'étude Tiers 2030. Aujourd'hui, si demain une EBE devait reprendre la suite d'Actipol, on en serait très heureux. Il serait absolument prématuré de l'affirmer aujourd'hui. Donc dans la logique qui est la compétence des communautés de communes en matière de développement économique, disposer de foncier bâti, soit pour le louer, soit pour le vendre un jour si on a un porteur de projet qui se présente et que ça intéresse, on est complètement dans notre rôle. Donc c'est comme quand on a racheté les locaux de Rexo. Je vous rappelle que à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait avoir la bonne nouvelle de Van Cleef & Arpels qui se présenterait sur le territoire, même si c'est arrivé très vite derrière. Donc voilà, en l'état, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et vous saviez s'il y avait eu des travaux ou pas? Oui, il y a eu des travaux, alors vous en faire la liste si vous êtes capable, mais de mémoire, il y a eu quelques aménagements intérieurs, il y a des menuiseries qui ont été changées, que je parle des ouvrants, voilà, mais rien de bien qui accru la valeur vénale du bâtiment. D'accord, merci. Sachant par ailleurs qu'il y avait, avant Actipol, il y avait Fischer-Bargoin qui était sur les lieux. Donc en fait, c'est un lieu qui est facilement aménageable par une entreprise industrielle.
Y a-t-il d'autres questions? Des votes contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous rends la parole. Merci Stéphane. Pierre Rose, pour le règlement du réseau des médiathèques qu'on appelle maintenant le fil, enfin maintenant, que tout le monde a retenu, j'espère. Pierre. Oui. Donc le réseau de médiathèques, le fil, il s'est déployé sur le territoire depuis le 6 décembre 2024. Le premier règlement intérieur du réseau est approuvé en septembre 2024 afin d'harmoniser les services dans un souci de lisibilité à l'usager. La mise en place de la circulation des documents entre les médiathèques prévue pour le mois d'octobre 2025 nécessite une mise à jour de ce règlement. De plus, après plusieurs mois de fonctionnement réel, les membres du comité des bibliothèques ont proposé collectivement des évolutions mineures du texte, en particulier le passage de l'emprunt à titre collectif de 2 à 3 mois. Donc, il est proposé d'approuver le règlement intérieur du réseau Le Fil tel qu'en annexe, et en annexe 7, et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document se rapportant à cette décision. Merci Pierre. Des questions? Avis contraire? Abstention. Merci. Le rapport suivant concerne, alors j'excuse l'absence de notre vice-président Frédéric Chaunier. Vous savez que la loi permet dorénavant au département, enfin c'est pas tout à fait nouveau, mais au département d'instaurer un petit morceau de taxe de séjour sur les séjours touristiques. Le département du Puy-de-Dôme vient de décider de l'instaurer. Et pour ça, comme c'est les EPCI qui ont la compétence pour encaisser la taxe de séjour, donc ce reversement au département nécessite bien tout simplement une signature de convention avec les services et le département. Des questions? Avis contraire? Abstention? Merci. Le rapport suivant pour Stéphane Rodier à nouveau. Alors, il s'agit de demander à l'EPSMAF de négocier une acquisition des parcelles BL 47 et 48. Alors, pour être un peu plus précis, ce sont celles qui sont entre Grand Frais et l'avenue du Général de Gaulle, pardon. En fait, dans le cadre de Tiers 2030, la ville basse prend de la hauteur. On a déjà racheté, on est en plein mutation de ce foncier. Et on avait déjà eu l'occasion d'acheter une petite maison qui est pas très loin. Là, c'est en fait le terrain qui est grosso modo juste à côté des pompes funèbres, entre les pompes funèbres. De l'autre côté, vous avez Grand Frais et de l'autre côté, l'avenue du Général de Gaulle. Et donc, il est proposé de missionner le PSMAF pour faire les acquisitions si on était d'accord sur un prix. Monsieur Lavet. Avez-vous une idée approximative de l'enveloppe budgétaire pour l'achat de ce terrain et de ces bâtiments qui y sont dessus? Une idée approximative du prix. Le PF a pour pratique, établissement public foncier, a pour pratique d'utiliser la même méthodologie que les domaines. Là, on est sur un prix qui est inférieur a priori aux 100 et quelques mille euros, en dessous desquels les domaines n'interviennent plus. Et l'EPF utilise son observatoire foncier qui compare les transactions sur des terrains équivalents dans le secteur proche sur les 2 dernières années. Donc on sera dans les prix moyens du marché à tiers sur un secteur comme celui-là. D'accord. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Non, que ça. monsieur, je pensais que vous aviez une idée. Mais en tout cas, l'EPF a cette méthode. Puis c'est pas notre intérêt non plus de donner un prix. Mais voilà, ça sera dans les prix du marché. Ok, merci. Faire voter. Je fais voter. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le rapport suivant concerne une proposition de convention cadre avec la SAFER. Vous savez que la SAFER est un établissement qui bénéficie d'un droit de préemption pour toutes les terres agricoles.
On vient de citer l'EPF, établissement public foncier, qui lui aussi gère le foncier pour le compte des collectivités. En fait, quand on est une commune ou une communauté de communes, eh bien, selon la nature des terrains, on s'adresse soit à l'EPF, soit à la SAFER. Là, nous avons rencontré la direction de la SAFER et il apparaît assez évident qu'on a des intérêts mutuels, des intérêts convergents à passer une convention comme d'autres communautés de communes l'ont fait, hein, c'est pas une innovation majeure, pour à la fois mieux connaître les mutations, mieux utiliser les outils de la SAFER, et puis que nous-mêmes on fasse connaître à la SAFER les projets de territoire qu'on peut avoir, et qu'on ait une meilleure veille foncière dans nos travaux avec le monde agricole. Voilà l'idée générale. Cette convention donne lieu à une paiement d'une prestation assez modeste, hein, c'est 3 000 € hors taxe par an, qui nous permet d'avoir accès à l'outil Vigifoncier en tant que Tiers d'Or et Montagne, et qui permet à toutes les communes de Tiers d'Or et Montagne, sans payer elles-mêmes, l'accès à Vigifoncier. Donc je pense que pour les communes, ça présente un véritable intérêt d'avoir un outil grâce à la convention que TDM va signer, si vous me l'autorisez. Voilà en résumé et en synthèse. Y a-t-il des questions? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Le rapport suivant, on est dans le sujet de la réserve foncière. Les services urbanisme de TDM font ce travail de veille foncière sur les parcelles qui se vendent, notamment celles qui sont d'une certaine superficie. Et là, c'est le cas où on aurait la possibilité de faire une acquisition amiable d'une parcelle de 66 000 m² sur la commune de Thiers, pour un prix de 25 000 €. Voilà, il n'y a pas de projet particulier à part de faciliter aussi l'évolution parfois des exploitations agricoles qui pourraient avoir besoin de foncier dans ce secteur. Il faut préciser que ces parcelles sont libres de fermage aujourd'hui. Utiliser, exploiter, c'est un bien grand mot, c'est le propriétaire qui les exploite en grande partie. Donc, c'est pas une friche. Non. Bien, des questions? Avis contraire? Abstention? Merci. Le rapport suivant, alors ça c'est une réserve foncière de petites parcelles boisées. Là, c'est les domaines qui nous ont saisis. Les domaines ont pour habitude, et c'est plutôt bien, quand ils ont des biens à vendre, de proposer en priorité aux communes ou aux communautés de communes afin de constituer un peu de réserve foncière. C'est le cas ici à Escoutou. La commune n'a pas donné suite à la proposition, et donc la proposition qui vous est faite, c'est de faire cette acquisition de plusieurs parcelles pour une surface de 7 269 m² pour un montant de 2 553 €. Des questions? Partout, je suis pas parvenu à ouvrir, je sais pas s'il y avait un plan joint, mais j'ai pas trouvé le lieu dit Réveilla. C'est une carte assez détaillée, on sait où c'est exactement? Ah bah là de tête non, mais il y avait effectivement une carte au-dessus des terrasses. Ok. C'est boisé, hein, c'est un massif boisé. Bien, on pourra peut-être faire circuler le plan aux membres du conseil si vous l'avez pas pu l'ouvrir. C'était compliqué d'ouvrir les annexes. D'accord. Enfin, nous on les a sur la tablette, ça fait plus de 15 mégas. D'accord. Bon, on va essayer de changer de modalité de transfert des données. Avis contraire, abstention, merci. Le rapport suivant, c'est le contrat d'objectif territorial et le plan d'action de ce contrat. C'est un rapport que va nous présenter Rachel Bournier, vice-présidente, à ces questions. Rachel, c'est à toi.
Merci, Monsieur le Président. Donc, le contrat d'objectif territorial 2024-2027, donc c'est un partenariat privilégié avec l'ADEME sur 4 ans pour renforcer la politique territoriale de transition énergétique et écologique. Donc, ce contrat nous permettrait, au travers d'une enveloppe financière de 350 000 € maximum sur 4 ans, qui est conditionnée à l'atteinte d'objectifs de transition, de pouvoir, sur la base du diagnostic qui a été réalisé, de financer une grande partie de mise en œuvre d'actions. Cette démarche, elle s'appuie sur 2 référentiels, donc le référentiel climat, air, énergie et économie circulaire. Donc bien évidemment, toutes les actions que vous avez en annexe qui constituent le plan d'action, 99 fiches ont été établies sur la base aussi de réunions thématiques et bien évidemment du travail des services, et que ces actions sont véritablement des actions qui sont pour une grande partie déjà portées sur notre PCAET, dans notre CRTE, mais aussi sur notre plan d'action économie circulaire. Donc, et sur aussi sur le programme local de prévention des déchets ménagers. Donc c'est un contrat qui est transversal et que l'on doit sur lequel on doit à présent donc valider le plan d'action, qui a été aussi présenté pour la première fois au mois de juin en bureau communautaire et qui a été défini par le comité de suivi spécifique. Bien, merci Rachel. Est-ce qu'il y a des questions? Je rappelle que tout ça faisait l'objet de l'annexe 14. Oui, alors Éric Boucourt. Oui, on peut pas être contre, mais enfin ça illustre quand même la complexité. On vient de parler de la relance du CRTE, bon, comment ça s'articule, le PCAT, etc. Tout ça, ça commence à faire beaucoup, 99 fiches. Bon, je faisais la même remarque pour le plan sur le logement. Hein. Moi, je suis pas un fanat des simplifications, mais là tout de même, il y a quand même une déperdition d'énergie. On fait travailler des agents, des cadres sur tous ces sujets. On va encore mobiliser les cabinets, je suppose. Enfin, ça fait beaucoup, surtout en proportion des résultats souvent très modestes. Voilà. Donc c'est pour la bonne cause, hein, on n'est pas contre sur le fond. Mais et ça dépend pas de nous, je suppose que ça nous est imposé d'ailleurs. Bon, une critique de l'État vient dans votre bouche. mais ça n'interdit pas d'être conscient, monsieur le maire. Non, en fait, il ne s'agit pas d'une démarche, c'est plutôt une démarche volontaire, et c'est surtout l'enveloppe financière qui nous amène à repenser notre manière d'agir et notre plan d'action. Donc, les fiches actions, comme je le disais, sont déjà pour la majorité d'entre elles, et quand vous regardez le tableau annexé, sont déjà des actions qui ont été répertoriées dans les différents documents cadres qui, eux, pour la plupart, nous sont imposés. Donc voilà, là, c'est aussi l'enveloppe financière et aussi dans une volonté et un processus d'amélioration constante qu'on s'inscrit dans cette logique-là de référentiel, qui est un référentiel produit par l'ADEME, donc organisme en effet d'État qui nous conseille. C'est vrai que quand c'est pas imposé, ça nous est vivement suggéré pour avoir des financements. Bien, je vous propose de voter sur le sujet. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Le rapport suivant concerne la mise à jour du PCAET, plan climat, air, énergie territoriale, toujours pour Rachel Bournier. Donc là, typiquement, c'est un document cadre dont nous avons l'obligation d'établissement et de mise à jour. Donc le plan, le PCAET a été adopté en 2020, donc le 20 février 2020, et il doit donc être mis à jour tous les 6 ans. Donc l'objectif, c'est à présent de travailler sur cette mise à jour de PCAET et de réaliser l'évaluation environnementale stratégique qui est associée, et de définir aussi les modalités d'élaboration et de concertation pour le nouveau PCAET, donc nouvelle version. Il sera aussi défini le portage politique qui vous est proposé par moi-même en tant que vice-présidente déléguée à la transition écologique, de constituer un comité de pilotage qui sera dédié, avec une volonté d'y intégrer à la fois les maires des communes, les membres de la commission TEDD et aussi des partenaires de TDM dont vous avez
la liste. Une autre stratégie, c'est que pour constituer et réécrire ce PCAET, c'est de s'appuyer sur une stratégie qu'on appelle de gouvernance ouverte, en faisant discuter à la fois les citoyens, des partenaires économiques, un conseil citoyen, une association. En tout cas, tout ça n'a pas été totalement créé et la manière de faire cette gouvernance ouverte n'a pas été définie, les modalités. En tout cas, c'est une volonté d'y associer nos partenaires et a été identifié le club d'entreprises terres d'industrie sur les aspects économiques en particulier. Donc, il vous est donc proposé sur ce dossier-là d'engager la mise à jour du PCAET et le président nous disait tout à l'heure qu'on a aussi le volet adaptation qui devra y être apposé dans la mesure où il fait écho au 3e plan national d'adaptation au changement climatique qui ambitionne donc une France à plus 4 degrés. Donc ça, ce sont les directives de l'État dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur le Président. Bien, merci Rachel. Y a-t-il des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Rachel. Le point suivant concerne plusieurs avenants au marché de travaux pour l'Écopole qui est en bonne voie de réalisation. Je ne vais pas vous lire la totalité du rapport, mais vous avez donc une dizaine de lots pour lesquels il y a une proposition d'avenant. Quand on rajoute l'avenant précédent, qui était un avenant négatif, celui-ci qui est un avenant positif, on arrive à 111 333,47 € hors taxe, ce qui sur l'enveloppe de travaux de 8 417 202 € hors taxe représente 1,32%. Voilà, donc ce qui reste extrêmement modeste pour un projet de cette ampleur. Et vous dire aussi que le projet se déroule conformément au calendrier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard dans l'exécution des travaux, ce qui laisse penser qu'il y aura une livraison au service sur le début de l'année 2026, comme prévu. Monsieur Lavey, vous avez demandé la parole. Oui. Pour rester cohérent à mes votes précédents, et je voterai contre ce point comme les autres. Très bien, c'est noté. Y a-t-il d'autres prises de parole? Alors, Francis Roux, c'est dans l'ordre où vous appuyez sur vos boutons. Donc, Eric. Dans la continuité de nos précédentes positions, nous nous abstiendrons. Tous les trois? Oui. Philippe Barrault. Pareil, dans la continuité de la position initiale, on votera contre. On étant vous. Oui. Très bien. Bien. Y a-t-il des avis contraires, autres que ceux qui se sont déjà exprimés? Des abstentions, autres que celles qui se sont déjà exprimées? Oui, celle de Guy Pradel. Bien, merci. Philippe Kerr va nous présenter de manière synthétique et enthousiasmante le rapport sur le prix et la qualité des services de déchets ménagers. Merci, Président. Oui. Donc, tout simplement, le rapport ressemble un petit peu à celui de l'année dernière. Vous savez qu'on a l'obligation de vous le présenter. Donc, je pense que vous avez dû consulter ce document en annexe. Il y a quelques petites évolutions, tantôt à la baisse, tantôt à la hausse, mais ça reste très, très similaire par rapport à l'année dernière. Bon, le coût est quand même bien maîtrisé. Donc, voilà ce que je peux en dire. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le plus intéressant, c'est de répondre aux questions s'il y en a. On peut considérer que le Conseil prend acte, parce que c'est ça en fait. Hein. Oui, Philippe Barrault. Désolé. Il apparaît toujours quand même qu'un certain nombre de poubelles, excusez-moi de les appeler comme ça, c'est sans doute pas le nom technique, échappent un peu et qu'on a en service des poubelles qui sont assez détériorées. Et donc, un peu la question, c'est est-ce qu'il y aura une action menée par rapport à ça, puisque j'ai déjà soulevé ça l'année d'avant, et je le constate toujours.
Un certain nombre de récipients sont fendus, donc ça laisse les jus s'écouler sur la chaussée. Donc il y a des remplacements qui sont prévus ponctuellement, hein. Il y a toujours un stock. C'est prévu aussi dans le budget de remplacer. Oui, alors voilà, faites savoir à chaque fois et recommandez aux usagers de signaler au service quand un bac est détérioré. Quant à la sensibilisation des services sur ce sujet-là, elle est faite régulièrement. Après, quand un bac est endommagé, c'est pas forcément la responsabilité exclusive de celles et ceux qui collectent, hein. Ça peut être les intempéries, ça peut être les dégradations extérieures. Il ne s'agissait pas de responsabilité là-dedans, hein. Ces bacs, ils peuvent être aussi une durée de vie à un moment. Mais c'était dans la recherche de qualité, de savoir si on ne pouvait pas améliorer ça, parce que il s'envoie régulièrement. Je vous dispenserai de vous faire 50 photos, ça sert à rien, hein. Tiens, à propos, le bien est mort, ça y est. Le mien est mort. J'avais pris un recyclé qui était plus dans un lotissement. Vous me l'aviez fait livrer. Oui. Ça y est, il est mort. On vous écoute, hein. Maintenant, on écoute. Mais non, moi, j'aurais vous conseiller quand même, hein, de ne pas attendre les réunions de conseil communautaire pour nous signaler l'état de santé des bacs de poubelle. Surtout si c'est le vôtre. Oui. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on ne peut que constater que si un bac poubelle est défectueux et qu'il n'y a pas d'appel du service, en fait, il va rester défectueux, je pense, ad vitam aeternam. Je suis prêt à le parier. Si vous voulez, on en met 5 témoins au hasard sur le territoire et vous verrez qu'on les verra pas revenir. Bon, on adressera vos compliments aux agents concernés. Non, ce pas les agents, c'est le système de prise en charge de la qualité sur lequel j'attire l'attention. On en prend bonne note, merci. Alors, c'est Christiane ? Moi, je voulais vous signaler que, et je sais bien qu'il y a des implications financières liées à ça, mais qu'il y a un problème de rythme de collecte des bacs. Ça fait l'objet de nombreuses critiques des habitants, surtout sur les bacs jaunes qui débordent, alors que les autres bacs ont plutôt diminué en collecte. Alors, est-ce qu'il faudrait pas inverser peut-être les rythmes de collecte ou trouver une autre solution, parce que on peut pas rajouter indéfiniment des bacs dans les quartiers et les villages, ça envahit aussi, c'est assez volumineux et c'est pas facile. On avait parlé aussi d'enfouissement dans les centres-bourgs. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Alors, je parle pour l'année qui vient, évidemment. On claque pas des doigts et on règle pas ces problèmes-là. Mais je tenais à évoquer ces problèmes parce que il y a beaucoup d'insatisfaction des usagers que sont nos habitants, qui bien sûr s'adressent au maire, hein, comme d'habitude, même si c'est la commune qui gère le système. Il y a j'ai prochainement un rendez-vous avec le maire de Courpierre et les services de la commune. Je vois qu'il est là dans le public, Laurent Clivillier. Donc j'imagine qu'on aura l'occasion d'examiner ces sujets-là et je l'invite à le mettre à l'ordre du jour. Chantal Chassant. Merci. Bien, je voulais dire que les points d'accès volontaires qui sont en souterrain, c'est une solution, certes, c'est certainement le futur, mais c'est pas une solution très facile. Et en réalité, quand ça tombe en panne, et on a eu l'occasion, hélas, d'affronter ça pendant l'été, c'est extrêmement compliqué. Alors, je reconnais que les services de la communauté de communes que j'ai alertés ont été assez véloces et on a trouvé une solution simple qui permet parce que quand les usagers sont pas non plus extrêmement soigneux dans la manière dont ils utilisent ces points d'accès, ils les bloquent, ils poussent jusqu'à ce moment où il y a un sac qui bloque au milieu et puis c'est fini, voilà. Et puis parfois la société qui doit venir relever les bacs, elle est en panne, ou il y a quelque chose et ils viennent pas. Et puis c'est compliqué là. Mais c'est vrai que je dois le dire, et j'ai été pourtant assez critique sur ce fonctionnement, je dois dire qu'il y a eu une réponse active et positive de la part de la communauté de communes.
Merci. C'est un vrai défi, ce sujet, parce que au-delà des comportements individuels, moi, ce que je voudrais rappeler et inviter à ce que les collègues rappellent, c'est que les bacs et les colonnes enterrées ont vocation à accueillir des déchets ménagers. Et ne sont pas des annexes des déchetteries. C'est un des problèmes majeurs. Hein. Et surtout de rappeler que pour les particuliers, l'accès aux déchetteries est gratuit. On ne peut pas nous objecter que ça coûte quelque chose. Donc, oui, non, mais il y a toujours un truc qui ne va pas quand on est plein de mauvaise volonté. Hein. Les horaires, on ne va pas ouvrir les déchetteries la nuit. Hein. Donc, il y a vraiment une question d'organisation, de bonne volonté. C'est vrai, quand on fait un sondage et qu'on a 25% des automobilistes qui déclarent jeter des déchets par la fenêtre de leur voiture, ça en dit long. Hein. Donc il y a un peu d'auto-critique à faire hein, et d'amélioration. Encore une fois, la volonté de mettre les déchetteries gratuites est une volonté de ce conseil-là, une volonté politique au sens noble du terme, de dire on ne met pas d'obstacle financier au comportement vertueux. Récemment, je ne sais plus lequel d'entre vous me signalait que quelqu'un était allé mettre des pneus dans un bac jaune. Des pneus. Bon, c'est manifestement pas leur destination. Hein. Voilà. Oui, c'est pas le bac de M. Barrault qui n'aura pas résisté. Bien. Il n'y a pas vraiment de vote. Hein. C'est prendre acte que ce rapport a été présenté. Avis contraire ou abstention sur prendre acte, c'est un petit peu court, mais il aura été présenté. Mais vraiment, attendez pas cette présentation en conseil pour faire remonter les difficultés du quotidien, les améliorations qui, comme le dit Christiane, prennent des fois plus de temps. Des colonnes enterrées, ça prend du temps, mais ça fait partie des projets urbains des communes aussi. Hein. Voilà. Et mais faites remonter, et y compris quand les problèmes mettent un petit peu de temps à se régler, parce que il y a des enveloppes financières, hein, c'est comme pour toute politique publique. S'il y a 100 000 euros d'ajustement, d'amélioration, on a 50 000 euros disponibles, on en fait la moitié. L'année elle et la moitié l'année d'après. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit on souhaite travailler. Ce que nous faisons est évidemment perfectible. Mais je vous demande vraiment que tout le monde puisse y concourir. Bien, merci Philippe. Le rapport suivant, c'est pour Thomas. Oui, merci. Le traditionnel RPQS pour le SPANC, après celui des ordures ménagères. Quelques chiffres rapides. Donc, c'est l'année 2024 qui concerne toujours 27 des 30 communes de la communauté de communes. Les 3 communes qui n'étaient pas membres en 2024 ont rejoint le SPANC au 1er juillet 2025. Donc, il s'agit de Doran, Palière et Noala. Ça représente à peu près 5000 installations sur le territoire, soit 11 000 personnes à peu près desservies, un peu plus de 31% de la population. Il y a eu environ précisément 359 contrôles en 2024, entre les périodiques, contrôle vente, contrôle conception et contrôle travaux. Je vous passe le détail. Et je viendrai juste au taux de conformité qui est de 28,5% pour les installations qui sont en priorité 4, donc les très conformes. Et on a un taux qui prend en compte les installations qui ne sont pas tout à fait conformes et qui sont non polluantes. Et là, on est à 53,5% de conformité. Voilà, un budget à l'équilibre pour 2024. Vous aviez tous les éléments dans les annexes. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Il a été présenté à 14h au conseil d'exploitation du SPANC, juste avant le conseil. Merci Thomas. Il n'y a pas de questions. Je vous propose de prendre acte de la présentation de ce rapport, qui plus est, qui était joint en annexe aux documents qui vous ont été transmis. Merci Thomas. Jean-Pierre Dubo pour l'avenant numéro 2 au contrat territorial d'accueil et d'intégration.
Merci, Monsieur le Président. Donc effectivement, donc c'est un avenant donc qui permet de pérenniser donc le contrat qui avait été signé en décembre 2023. Donc c'est un contrat qui est destiné à l'accueil donc des primo arrivants. Donc les publics concernés. Alors on a beaucoup d'acronymes. Hein. On a le contrat d'intégration républicaine. Ainsi que les bénéficiaires de la protection temporaire internationale. Donc en fait, c'est des gens qui viennent hors du périmètre européen et qui donc sont accueillis en France et bien en situation régulière. Donc le plan de financement donc propose tel qu'il est indiqué dans le tableau, une dépense totale de 45 000 € pour l'État et de 20 000 € pour la collectivité. Sur ce sujet, y a-t-il des questions? Très bien, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Et la parole à Pierre Rose pour le dernier rapport de ce conseil. Pierre, si tu veux bien, avec un micro. Donc le dernier point, la préfiguration d'un service d'information jeunesse. Donc les services jeunesse sont gérés par TDM sur les centres de loisirs. Donc pour tous les enfants qui sont en âge de scolarité, hein, jusqu'à 16 ans. Donc et de 15 à 25 ans, il n'y avait pas beaucoup d'actions sur le territoire, pour ne pas dire pas du tout. Donc, dans la reconduite du projet social, avec le nouveau projet social de l'Orangerie, il était proposé, après diagnostic, de s'engager dans la mise en place d'actions en faveur des 15-25 ans. Alors, ce nouvel axe, intitulé « Contribuer à l'amélioration de la vie des jeunes 15-25 ans » vise à soutenir l'engagement des jeunes, accompagner les initiatives, à créer du lien social. Donc, il y a déjà eu l'emploi de 2 médiateurs jeunesse qui ont été recrutés à l'Orangerie afin d'accompagner les 15-25 ans dans leur désir d'agir. Mais pour répondre au mieux aux missions qui lui ont été confiées, l'Orangerie a l'opportunité, grâce au soutien du service départemental de jeunesse et sport, de créer un service d'information jeunesse. Donc ce service est réglementé par le décret cité. Le label Information Jeunesse est une marque de qualité accordée par l'État à une structure d'information des jeunes au terme d'une évaluation globale et objective traduite en un dossier de candidature. Donc là maintenant le service départemental jeunesse et sport qui ne finance pas le soutien au SIG, mais il est garant des formations du réseau et encore de l'aide technique nécessaire au territoire, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de financement, mais il y a une aide en personne qui viennent sur le territoire pour orienter et aider les structures qui s'occupent de la jeunesse. Donc le label n'exige pas en retour des horaires d'accueil fixes ni un lieu unique et défini. L'allée vers est préconisée, mais dans un premier temps et au vu des ressources dont dispose l'Orangerie, les actions pourraient se concentrer auprès des jeunes du quartier prioritaire de la ville. Compte tenu de l'intérêt que représente une labellisation information jeunesse, il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser le dépôt d'un dossier de candidature pour le service information jeunesse auprès de la commission du service départemental jeunesse et sport. Une question. Eh bien, tu nous as tout dit, sauf à combien se monte notre participation On a déjà embauché les jeunes, ils sont là, les 2. Donc on vote après qu'ils aient embauché. Non, mais ça fait longtemps, hein, parce qu'ils étaient en médiation. Donc on change le label. Ils étaient en médiation. D'Éric Beaucourt, c'est sans frais supplémentaires. C'est le complément, là. Bien, voilà. C'est clair. C'est ce qui remplace les anciens piges, si je comprends bien. Ouais. Bon.
Mais là, nous, c'était des médiateurs sur le territoire. Il y avait 2 jeunes et ils travaillaient surtout avec la jeunesse. Donc, ils vont rester dans le service d'information. Ça correspond de toute façon à cette orientation très bonne et nouvelle de l'orangerie de prendre en charge des 15-25. C'était pas le cas avant, c'est très bien. Juste un point de veiller à la bonne articulation avec la mission locale. Même si ça commence qu'à 16 ans dans un cas, qui prennent à 15, mais bon. Mais je crois que c'est quand même très important qu'il y ait cette proximité avec la mission locale. Elle existe, hein, mais il faut veiller à ce qu'elle reste. Très bien, très bien. Parfait. Merci Pierre, merci Eric Boucourt. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Vous aviez dans la suite de la note de synthèse les délibérations des 3 derniers bureaux communautaires ainsi que les décisions prises dans le cadre des délégations que vous m'avez confiées. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je vous propose de lever la séance en vous remerciant toutes et tous.